On va enchaîner par les modalités de surveillance après polypectomie colique. Comme introduction, la surveillance après polypectomie colique est immédiate et à moyen terme afin de détecter les événements indésirables liés à la polypectomie qui sont définis par tous les événements liés à la coloscopie ayant nécessité une visite à l'urgence ou une hospitalisation jusqu'à 30 jours après la polypectomie. Et aussi à long terme afin de dépister entrant dans le programme de prévention de cancer colorectaux. On va commencer par la surveillance immédiate, qui est essentiellement clinique, basée sur la mesure des paramètres hémodynamiques, la prise de température, la palpation abdominale et la recherche d'enseignement extériorisé. La surveillance biologique et ou morphologique n'est indiquée qu'en cas de complications. La sortie du patient est une décision entre gastro-entérologue et médecin anesthésiste. Elle est souvent autorisée le même jour de la coloscopie en absence de complications liées à l'anesthésie, de complications liées à la polypectomie et de situations particulières liées aux comorbidités du patient. Et bien sûr, si notre patient habite près de la structure de soins. En pratique, une sortie précoce du patient dans les 3 heures est préconisée si on a réséqué un polype infracentimétrique à l'anse-ferroïde chez un patient non taré, non âgé et bien sûr qui habite près de l'hôpital. La prolongation de la surveillance jusqu'à 6 heures si on a un patient taré ou âgé ou on a réséqué un polype supérieur à 1 cm et une hospitalisation est nécessaire si on a une complication qui a été jugulée par un traitement endoscopique ou en cas de nécessité de traitement intraveineux ou si notre patient habite loin de l'hôpital. Donc, à la sortie du patient, le médecin doit informer le patient en cas de risque accru de complications, doit, comme on a dit, indiquer un contrôle cardiologique chez les patients ayant un défibrillateur ou un pacemaker et chez qui on a utilisé le bistouri électrique, doit vérifier les prescriptions médicamenteuses, en particulier pour les patients sous anticoagulants, et bien sûr fournir un compte-rendu détaillé de l'examen, un rendez-vous de consultation et les numéros d'appel nécessaires pour appeler en cas d'urgence. Les effets indésirables liés à la coloscopie sont multiples. Ils peuvent être liés à la préparation en elle-même, ils peuvent être liés à l'anesthésie ou à la stérilisation du matériel. Les complications spécifiques de la polypectomie sont l'hémorragie, la perforation et le syndrome post-polypectomie. On va commencer par l'hémorragie post-polypectomie, qui est la complication la plus fréquente, mais elle est rarement grave. Les principaux facteurs de risque d'enseignement retardé sont surtout liés aux patients, tels que la prise d'un traitement anti-agrégant ou anticoagulant, les sujets âgés et les patients tarés. Des facteurs liés aux polypes, tels qu'un pédicule large, la taille supérieure à 2 cm et la localisation colique droite. Aussi, des facteurs liés au matériel. En fait, l'anse-chaude expose à un risque plus élevé de saignement retardé. Devant un saignement retardé significatif après la polypectomie, et si ce saignement est jugé grave devant une altération de l'état hémodynamique, on doit tout d'abord stabiliser notre patient. Si on n'arrive pas à stabiliser notre patient, de préférence si l'obstacle est en aval de l'angle colique gauche, on tente une coloscopie d'hémostase. Sinon, c'est l'indication d'une chirurgie d'homostase ou d'une embolisation radiologique si elle est disponible. Si on arrive à stabiliser notre patient, c'est l'indication de la coloscopie d'hémostase. Heureusement, la situation la plus fréquente, c'est que notre patient se présente avec un saignement modéré. Dans ce cas, on doit hospitaliser notre patient, le surveiller sur les paramètres hémodynamiques et le taux d'hémoglobine. En cas de poursuite du saignement, c'est l'indication de la coloscopie d'hémostase. Et si on a un arrêt spontané du saignement, et en cas de stabilité hémodynamique et de l'hémoglobine, on peut mettre notre patient sortant. On peut ne pas faire la coloscopie. La deuxième complication, c'est le syndrome post-polypectomie qui est défini par une douleur abdominale fébrile en post-polypectomie avec une hyperleucocytose, mais sans perforation ni pneumopéritoine au scanner. C'est un tableau de péritonite localisé qui se voit 1 à 5 jours en post-polypectomie. Il est souvent dû à une nécrose pariétale limitée de la zone de coagulation de la résection. Les principaux facteurs de risque sont la taille supracentimétrique du polype et la morphologie plane, et le traitement est essentiellement médical, basé sur les antalgiques et une antibiothérapie à large spectre pendant 5 à 7 jours. On a rarement recours au traitement chirurgical. La troisième complication, c'est la perforation
colique, c'est la complication la plus redoutée. Les principaux facteurs de risque, c'est la localisation colique droite, une lésion plane ou déprimée, la taille supérieure à 2 cm, la résection sur une cicatrice de résection antérieure et bien sûr la technique de la polypectomie, la dissection sous muqueuse expose à un risque plus élevé de perforation colique. Devant une perforation colique, si cette perforation a été détectée et fermée en procédure, et si on a une bonne préparation colique, c'est-à-dire un score de Boston supérieur ou égal à 7, il n'y a pas de risque de contamination péritoniale. Dans ce cas, on hospitalise notre patient pendant 24 heures et en cas de bonne évolution, on peut le mettre sortant sous antibiothérapie orale. Si on a un risque de contamination péritoniale, c'est-à-dire un score de Boston inférieur à 6, ou si l'efficacité de la fermeture est incertaine, dans ce cas, on doit hospitaliser notre patient en unité de soins intensifs avec repos digestif et antibiothérapie intraveineuse. En moindre doute sur une péritonite, en présence de fièvre ou d'hyperleucocytose ou de syndrome péritonial, c'est l'indication d'un scanner urgent et si ça confirme la péritonite, une chirurgie d'urgence est indiquée. De même, si on a une perforation qui n'a pas été vue à la procédure, qui a été suspectée devant des douleurs abdominales ou une fièvre, on doit compléter par le scanner abdominal en urgence et en cas de confirmation du diagnostic, c'est l'indication de la chirurgie en urgence. Si le scanner ne montre pas de pneumopéritoine ou de péritonite, dans ce cas, on poste au syndrome de post-polypectomie et on doit continuer à surveiller notre patient en unité de soins intensifs avec l'antibiothérapie à large spectre et si on a une bonne évolution, on peut mettre notre patient sortant. On va passer actuellement à la surveillance à long terme après polypectomie colique. Les différentes recommandations ont été actualisées au cours de ces dernières années, mais je vais me référer aux recommandations françaises de 2021, car elles sont plus simples et plus pratiques. En fait, pour appliquer ces recommandations, on doit avoir une coloscopie initiale de haute qualité. Si on n'a pas tous ces critères, on doit refaire la coloscopie dans un délai maximal de 1 an. Et bien sûr, chez des patients à risque moyen de cancer colorectal, c'est-à-dire absence du MICI, absence d'une histoire familiale ou personnelle de cancer colorectal ou de syndrome héréditaire à risque élevé de cancer colorectal. Ces modalités de surveillance prennent en considération 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est le niveau de risque de dégénérescence du polype, qui est basé sur le nombre de polypes, le type histologique, la taille, le degré de dysplasie et plus ou moins la composante villeuse. En fait, la composante villeuse reste un facteur de risque élevé pour les Américains, mais elle n'est plus considérée comme un facteur de risque élevé pour les Européens. Le deuxième paramètre, c'est l'âge du patient et ses comorbidités. Selon les recommandations européennes, un âge supérieur à 80 ans ou des comorbidités limitant l'espérance de vie indiquent l'arrêt du protocole de surveillance. Le troisième paramètre, c'est les moyens disponibles pour le suivi, tels que la disponibilité des tests immunologiques fécaux, la disponibilité de la coloscopie et d'une consultation spécialisée de prévention. C'est une consultation faite par les gastro-entérologues en Europe et ça entre dans le cadre de programmes de dépistage de cancer colorectal. Et selon les recommandations européennes, on a 2 niveaux de risque de cancer colorectal. Un polype est considéré comme à risque élevé en cas d'adénome si le nombre est supérieur ou égal à 5, si la taille est supracentimétrique ou si on a une dysplasie de haut grade. Pour les polypes festonnés, quel que soit le nombre, si on a une taille supracentimétrique ou on a une dysplasie, quel que soit son grade. Pour les autres cas de figure, c'est un polype à faible risque de dégénérescence. Quel intervalle de surveillance à proposer? En cas de risque élevé de cancer colorectal, il est recommandé de refaire la coloscopie après 3 ans. Si on tombe sur un polype à haut risque aussi, on refait notre coloscopie de même à 3 ans d'intervalle. Si on a une coloscopie normale ou un faible risque, on refait notre coloscopie après 5 ans. Si la consultation est disponible et si la coloscopie est normale ou un faible risque, on refait notre coloscopie à 10 ans d'intervalle. Pour les polypes à risque faible de cancer colorectal, en cas de 3 ou 4 adénomes, tous de taille infracentimétrique en dysplasie de bas grade, ou en cas de polypes festonnés, on doit refaire la coloscopie à 5 ans d'intervalle. Et si on a seulement 1 ou 2 adénomes, tous inférieurs à 1 cm et en dysplasie de bas grade, on refait notre coloscopie à 10 ans d'intervalle.
à 7 à 10 ans selon les Français. Et si on a cette consultation, on peut décider d'un test immunologique fécal tous les 2 ans à partir de la 5e année en post-polypectomie. On va passer au cas particulier. On va commencer par le polype hyperplasique. Si on a un polype supracentimétrique, c'est considéré comme un risque élevé. On doit refaire la coloscopie à 3 ans d'intervalle. À noter qu'il faut faire une deuxième lecture anapathe pour ne pas passer à côté d'un polype festonné. Si on a un polype hyperplasique infracentimétrique, ici il est localisé au niveau du recto-sigmoïde, pas de surveillance particulière. Ici, ce polype est localisé en amont du sigmoïde. On doit refaire notre coloscopie à 10 ans, ou si on a les tests immunologiques, on refait le test immunologique tous les 2 ans à 5 ans d'intervalle de la coloscopie. Le deuxième cas particulier, c'est l'exérèse endoscopique en plusieurs fragments. On doit refaire la coloscopie à 6 mois, puis la deuxième coloscopie à 1 an, la troisième coloscopie à 3 ans d'intervalle. Pour l'exérèse endoscopique d'un cancer colorectal PT1, en cas de risque élevé de récidive ou d'envahissement ganglionnaire, on doit discuter la stratégie de prise en charge en SCP. En absence de ces critères de risque élevé, on doit faire une coloscopie de contrôle à 1 an d'intervalle, la deuxième coloscopie à 3 ans et la troisième coloscopie à 5 ans d'intervalle. Quand refaire une coloscopie entre 2 coloscopies de contrôle, c'est en cas de test immunologique fécal positif non planifié ou en présence de symptômes cliniques, anomalies biologiques ou radiologiques pouvant orienter vers une pathologie digestive. Et pour terminer, le meilleur traitement, c'est la prévention et on insiste sur la prévention de cancer colorectal en insistant sur le dépistage. Et merci à vous.